Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'auditorium Germaine Tillon du MUSEM pour cette deuxième soirée Pensée du monde sur l'avenir des frontières. Donc c'est un cycle de débats qui a lieu chaque mois. Et donc après son ouverture le mois dernier par Michel Fouché, géographe, spécialiste de ces questions de frontières. Et donc Michel Fouché va accompagner comme discutant l'ensemble de ce cycle sur les frontières. Donc ce soir, nous avons la chance d'avoir parmi nous Rachid Khalidi, qui vient de Londres, mais plus souvent des États-Unis, puisqu'il est ancien à Columbia University. Il est directeur du département d'histoire, spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient, que vous trouverez 2 livres publiés chez Actes Sud, que j'ai eu l'honneur de publier il y a quelques années, Palestine, histoire d'un État introuvable et l'Empire aveuglé. Donc ce cycle Pensée du monde est réalisé en partenariat avec Mediapart. Donc je salue dans la salle la présence de Joseph Confavreux qui suit les débats d'idées et qui est rédacteur en chef de la revue Le Crieur. Donc si vous souhaitez revoir cette conférence après, il est possible de la voir sur Mediapart avec un entretien avec Rachid Khalidi qui a eu lieu cet après-midi et évidemment sur le site du MUSEM puisque les conférences sont filmées. Et donc c'est aussi un partenariat avec la Société des Amis du MUSEM que je salue puisqu'ils sont nombreux dans la salle et aussi la Biennale des écritures du réel, le Théâtre de la Cité, qui est partenaire de ces soirées Pensée du monde. Je vous souhaite une bonne écoute. Et donc, Rachid Khalidi va prendre la parole pour la conférence en anglais. Et ensuite, il répondra aux questions en français. Donc, je passe la parole tout de suite à Rachid Khalidi, qui, dans l'actualité, va lancer quelques images. Bonsoir. Vous m'entendez? Je vais commencer par vous montrer un petit morceau de film. Donc. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As you can see right now we're in the border of Iraq and Sham. قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. Right now I'm in the side of Sham. As you can see, this is the so-called border of Sykes-Picot. Alhamdulillah, we don't recognize it and we will never recognize it. Inshallah, this is not the first border we will break. Inshallah, we will break other borders also, but we start with this, inshallah. So inshallah, if we walk, inshallah, we cross the border. And we'll see that, alhamdulillah, there used to be the Safawi army used to stand here. They used to stand here. This is the so-called border with the police and the people used to pass. Alhamdulillah, there's nobody now except the soldiers of Dawlat al-Islam. So alhamdulillah, inshallah, we cross the border. Bismillah. This is the so-called checkpoint for the soldiers of Malik used to stand. Alhamdulillah. And as you can see here is a sign. It says Commandos Battalion Border. The only commandos and battalion here is the Battalion of Islam, inshallah ta'ala. And as you can see, this is under our feet right now. That's Abu Bakr al-Baghdadi used to say, he's the breaker of barriers. Inshallah, we'll break the barrier of Iraq, Jordan, Lebanon, all the countries, inshallah, until we reach Quds, inshallah ta'ala. This is the first barriers of many barriers we will break, inshallah ta'ala. We're coming, inshallah ta'ala. Je viens de vous montrer ce petit film-là. Je vais parler un petit peu sur ce sujet-là, mais je veux commencer avec les frontières. Peu de choses dans le Moyen-Orient d'aujourd'hui se sont avérées aussi durables
que les frontières artificielles qui ont été tracées en 1916 par Sir Mark Sykes et François-Georges Picot. La carte de cette région aujourd'hui comprend encore toutes ces longues lignes droites qui ont été tracées à travers le désert syrien par ces diplomates qui représentaient deux grands empires européens. Si l'on regarde la carte de Sykes-Picot, on voit le bras allongé de la Jordanie qui s'étire à l'est vers l'Irak. On reconnaît aussi les longues frontières toutes droites tracées entre plusieurs autres pays arabes qui reproduisent plus ou moins exactement les contours de l'accord secret effectué pendant la Première Guerre mondiale pour diviser la région du monde arabe occidental, le Mashrek. Et ces divisions continuent aujourd'hui encore d'influencer les événements qui se déroulent dans cette région. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus que ces accords datant d'il y a une centaine d'années sont encore pertinents aujourd'hui, il suffit donc de regarder cette vidéo qui a été sortie pendant l'été 2014 par la machine de propagande sophistiquée de l'organisme qui s'auto-intitule ISIS, l'État islamique. Je les appellerai moi Daesh pour utiliser l'acronyme en arabe. Cette vidéo a été sortie juste après la capture par Daesh de la ville irakienne de Mossoul, après que Daesh ait proclamé le califat d'Abu Bakr al-Baghdadi. Cette vidéo, qui fait montre des valeurs de production très élaborées pour lesquelles Daesh est bien connu, ne contient rien des décapitations épouvantables ou des destructions spectaculaires de monuments qui ont rendu ce groupe célèbre. Pourtant, cette vidéo est intéressante à examiner. Elle est très difficile à trouver en ligne puisqu'elle a été retirée de YouTube. Mais on peut la trouver. Si ça vous intéresse, je peux vous dire après comment la trouver. Donc il est intéressant d'examiner cette vidéo parce qu'elle nous dit beaucoup à la fois sur l'impact très durable de ces accords datant de la Première Guerre mondiale, mais aussi sur les priorités de Daesh. Cette vidéo est sortie en anglais, c'est celle que nous avons vue, sous le titre « La fin de Sykes-Picot ». Il y a une version arabe qui est intitulée « La démolition des frontières ». Le fait qu'il existe deux versions en lui-même est déjà significatif, puisque cela nous montre que Daesh voit la question des frontières et la question des frontières issues de l'accord de Sykes-Picot comme des questions qui vont intéresser un public à la fois anglophone ou arabophone. Comme vous avez vu, la vidéo montre des militants de Daesh qui piétinent des pancartes détruites qui indiquent la frontière et des bulldozers qui détruisent des postes frontières sur la frontière entre l'Irak et la Syrie. Un porte-parole annonce à la caméra que, Inch'Allah, il répète toutes les 5 secondes, Inch'Allah, que cette frontière n'est qu'une des premières frontières imposées par les forces croisées qui seront détruites pour voir les soldats du califat. Donc je reviendrai à cette vidéo plus tard pour discuter de ce que cela nous apprend sur Daesh lui-même. Mais je pense que la principale leçon à retenir de cette pièce de propagande est très claire. Ce mouvement qui est le mouvement le plus dynamique et le plus puissant mouvement politico-militaire qui soit apparu en des décennies dans le Moyen-Orient, ce mouvement voit très clairement les partitions impérialistes qui datent d'il y a 100 ans comme une question très actuelle et très brûlante. Surtout ce mouvement Daesh, qui a été très habile pour recruter et mobiliser des troupes, est convaincu que ses adhérents aujourd'hui et ses adhérents potentiels voient cette division de la région de la même manière qu'eux. Ils prêchent aux convertis et ils prêchent à des gens qui sont convaincus que c'est une question très importante. Pendant des décennies au XXe siècle, les nationalistes arabes de tous bords, depuis les nasseristes jusqu'aux bassistes, ont toujours attaqué la division de Sykes-Picot et les frontières artificielles qui en ont résulté. Après tout ce temps, on aurait pu croire que cette question aurait perdu de son urgence. Mais si l'on en croit cette vidéo, les mots Sykes-Picot continuent de résonner très fortement aujourd'hui encore.
Je vais maintenant répondre à la question pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que cette division est encore si brûlante aujourd'hui en 2016? Qu'y avait-il de si signifiant dans les accords de Sykes-Picot et dans la partition du Mashrek arabe qu'elle a imposée en divisant la région entre deux grandes puissances impériales qui sont maintenant symbolisées par les mots Sykes-Picot? Alors pour moi, une des raisons clés pour le fait que cette importance ait persisté, c'est le fait que, à la différence des autres projets menés par les puissances européennes au Moyen-Orient, ce projet a eu la vie longue. Les ambitions passées des puissances impériales sur le monde colonisé sont toujours reflétées aujourd'hui dans les frontières du monde colonial. Si on va, par exemple, en Afrique occidentale, on voit des zones où la population parle anglais, français, portugais. Il y a des divisions sur une base linguistique. Mais à la différence de la partition qui a été opérée par Sykes et Picot, les autres projets du même type, impérialistes, ont rencontré un succès très limité ailleurs au Moyen-Orient. Par exemple, en 1907, les empires britanniques et russes avaient conçu une division de l'Iran en zones d'influence qu'elle se répartissait entre eux. Et ces pays se sont livrés à des offensives militaires pour occuper différentes régions d'Iran avant, pendant et après la Première Guerre mondiale. De même, à la même époque où a été opérée la division Sykes-Picot, la Russie, la Grande-Bretagne et la France prévoyaient de diviser le restant de l'Empire ottoman, mais ce projet n'a jamais été mené à bien. Plus tard, on a promis à l'Italie et à la Grèce des fragments de l'Empire ottoman qui devaient devenir aujourd'hui la République de Turquie. La Grande-Bretagne avait aussi promis aux Arméniens et aux Kurdes de leur allouer des États-nations indépendants tirés de la division de l'Empire ottoman. Mais finalement, aucun de ces accords secrets n'a été mené à bien, que ce soit en Iran ou en Turquie. Et au lieu de cela, ce qui est devenu les États-nations d'Iran et de Turquie ont survécu avec succès aux efforts des puissances impérialistes qui avaient pour but de diviser leur territoire. Et les Britanniques n'ont donc jamais tenu leurs promesses aux Arméniens et aux Kurdes. C'est un peu le problème des Britanniques, c'est qu'ils ne tiennent jamais leurs promesses, au Moyen-Orient en tout cas. En revanche, à la différence des pays du Mashrek arabe, la Turquie et l'Iran sont aujourd'hui des puissances vastes, puissantes et relativement unifiées, et qui peuvent déployer une puissance militaire considérable. Ces pays ont chacun une population de plus de 80 millions de personnes et ont une économie et un marché intérieur suffisants pour le développement d'une industrie de taille significative. Par contre, aucun des pays du Mashrek arabe, qui ont été divisés par la France et l'Angleterre, aucun de ces pays ne dispose d'un fragment de cette population, de ce pouvoir. Aucun de ces pays ne dispose de la légitimité qui est revenue à la Turquie et à l'Iran et qui repose sur le fait que la plupart des gens qui parlent turc ou qui parlent persan vivent au sein des frontières de ces pays. Donc, la persistance des frontières de Sykes-Picot sont un rappel permanent du fait que certains projets impérialistes ont eu des effets durables. Et au contraire, la persistance de la Turquie et de l'Iran font la preuve du fait que ces plans impérialistes ont pu être déroutés et que des États-nations puissants ont pu être créés malgré ces plans impérialistes. Par ailleurs, dans la région qui est affectée par la division Sykes-Picot, on trouve Israël. Le pays a été mis en place avec le soutien indispensable des grandes puissances, en particulier la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il s'agit du troisième État-nation puissant qui aujourd'hui fait de l'ombre aux pays plus faibles du Mashrek arabe. La mise en place d'Israël est une conséquence directe de la déclaration Balfour de 1917. Mais les frontières de la Palestine mandataire ont été prédestinées par les accords de Sykes-Picot. Ces accords auraient alloué une partie du pays à la Grande-Bretagne
Sous ces accords, une partie du pays aurait été allouée à la Grande-Bretagne, la partie sud de ce qui est aujourd'hui la Palestine. Et le reste de la Palestine devait être placé sous un condominium international qu'on décrit ici comme un condominium allié comprenant la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Finalement, la Russie est sortie de la Première Guerre mondiale en 1917 et en 1917, le Premier ministre français s'est mis d'accord avec Lloyd George pour que la Grande-Bretagne garde le contrôle exclusif du pays. Et donc même dans le cas de la Palestine, qui est devenu plus tard l'État d'Israël, les accords de Sykes-Picot ont joué un rôle crucial. Les frontières héritées de Sykes-Picot s'ajoutent à l'existence d'un État turc et iranien puissant et s'ajoutent à la puissance d'Israël et jouent le rôle d'un rappel constant de la faiblesse du monde arabe. Comme tous les historiens du Moyen-Orient le savent, les accords de Sykes-Picot font partie d'une tendance plus large de rivalité impérialiste constante et d'interventions répétées qui ont eu lieu dans la région avant, pendant et après la Première Guerre mondiale. J'ai déjà évoqué certains éléments de cette tendance, comme l'échec de la division de ce qui est devenu la Turquie et l'Iran, mais il y a eu aussi des projets qui ont rencontré un certain succès, par exemple la consolidation et la légalisation du projet sioniste en Palestine à travers la déclaration Balfour de 1917 et le mandat de la Ligue des Nations pour la Palestine en 1922. Même si on attribue ces efforts, ces succès aux efforts des dirigeants sionistes, il est évident qu'il s'agit surtout du résultat des décisions prises par les grands pouvoirs en 1917, en 1922 et plus tard en 1947. Une grande partie de l'histoire de Palestine et d'Israël se concentre trop sur les causes locales et perd de vue ces cadres internationaux qui ont joué un rôle déterminant à certains moments clés et qui ont décidé finalement du sort futur de la région. Et le précurseur de l'attribution d'une reconnaissance officielle au projet sioniste et le précurseur des accords de Sykes-Picot est un accord qui a été conclu et qui est mal connu, qui a été conclu entre 6 puissantes, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, qui ont eu lieu entre 1912 et 1914. C'est des accords dont j'ai eu connaissance en étudiant, en faisant mes recherches de thèse. Et donc, ces accords se sont produits à la suite d'une série de rendez-vous entre des ambassadeurs représentant ces États à Londres, sous la houlette du secrétariat britannique des Affaires étrangères. On les désigne sous le nom de Conférence des ambassadeurs de Londres. Et ces rencontres ont conduit à la création aussi de certains États des Balkans. Cependant, à la marge de ces discussions sur comment mettre fin à la guerre dans les Balkans, les 5 ambassadeurs aigrais ont commencé à discuter de leur position dans l'éventualité que l'Empire ottoman s'écroule du fait de la guerre des Balkans. C'est ainsi que des négociations se sont tenues sur l'attribution de concessions de chemin de fer dans l'Empire ottoman et la répartition de ces concessions entre chaque puissance jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale éclate. Finalement, donc, c'est ainsi que chaque puissance a établi ses sphères d'influence à travers des négociations qui étaient initialement portées sur les chemins de fer. Donc, ce sont ces zones d'influence qui ont ensuite été reflétées par les accords de Sykes-Picot et la division du Mashriq, et par aussi les autres tentatives menées par ces puissances pour diviser les portions restantes de l'Empire ottoman. Les différentes puissances s'étaient divisées les chemins de fer de toute la zone que l'on voit sur la carte. Donc, pour parler des frontières de Sykes-Picot, le fait que la société
ottomane du chemin de fer Damas-Hama et prolongement, une société de chemin de fer française, a servi de base aux revendications françaises en Syrie. De même, la Grande-Bretagne imposait un veto sur la construction d'un chemin de fer par l'Empire ottoman en Mésopotamie du Sud et en Palestine du Sud. C'est la zone qui est en rose sur la carte, à gauche. C'est ça qui a formé la base des revendications de la Grande-Bretagne en Irak et en Palestine. Et donc, le rôle essentiel qui a été joué par ces accords sur les chemins de fer a finalement fourni la base des divisions qui ont eu lieu plus tard dans la région. Ces négociations montrent les enjeux stratégiques et économiques sous-jacents dans les actions apparemment arbitraires de la France et de la Grande-Bretagne. Donc la raison pour laquelle on trouve ces grandes lignes droites n'est pas due au hasard. La Grande-Bretagne se souciait de la défense de l'Égypte à partir de l'Est, qu'il pourrait gagner en contrôlant la Palestine. Les chefs d'État britanniques voulaient également contrôler la route la plus courte entre la Méditerranée et le Golfe, et ils surveillaient une potentielle source de pétrole en Irak. Et ce dernier facteur était particulièrement important puisque la Royal Navy britannique venait de commencer à développer des bateaux plus gros et plus puissants qui fonctionnaient au pétrole et non plus au charbon. Ce qui voulait dire que la Grande-Bretagne dépendait d'une matière première qui à l'époque n'existait pas dans les îles britanniques, mais qui était abondante dans le Moyen-Orient et notamment en Iran, où la Grande-Bretagne avait reçu une concession exclusive sur le pétrole en 1901. De même, la France avait des intérêts économiques très développés en Syrie, depuis le chemin de fer jusqu'à la production de soie au Liban, dont dépendait l'industrie de la soie à Lyon. De plus, dans toute la Syrie et le Liban, on trouvait un réseau très développé d'établissements éducatifs missionnaires français, d'État et d'institutions religieuses et caritatives. Donc, quelles que soient les motivations de cet impérialisme, qu'elles soient stratégiques, économiques ou qu'il s'agisse simplement de compétition pour le prestige, le résultat est le même. Les terres du Mashrek arabe ont donc été organisées d'une manière qui ne reflétait pas les aspirations de la population locale, mais plutôt convenait aux intérêts de la Grande-Bretagne et de la France. On dispose de très peu d'indications et d'indications de très mauvaise qualité finalement des aspirations de cette population. On peut trouver des informations dans les rapports sur les assemblées syriennes et irakiennes qui se sont tenues à Damas pendant la brève période d'indépendance arabe en Syrie entre 1918 et 1901. Il y avait un parlement qui s'est tenu pendant 2 ans. Il est difficile de dire à quel point ces groupes étaient représentatifs de la volonté populaire de la région, mais ils comprenaient la plupart des membres arabes qui avaient servi au Parlement ottoman de 1908 à 1918. Donc l'idée, c'était de former une confédération de monarchies parlementaires en Syrie, en Irak, et menée par les rois de la dynastie hachémite. Une autre source qui nous donne une indication des aspirations des populations de cette région ont été recueillies par la commission américaine King Crane, qui avait été envoyée par la conférence de paix de Versailles de 1919 pour sonder la forme de gouvernement qui était désirée par la population. Ce n'était pas une méthode très scientifique. Seuls les membres des élites locales étaient interrogés et il est clair que les résultats ont été influencés par différentes forces. Toutefois, les conclusions de la commission étaient que la population de ce qui est aujourd'hui la Syrie, l'Irak, le Liban, la Jordanie et la Palestine avait un fort désir d'indépendance et souhaitait la mise en place d'une fédération. La plupart des personnes qui ont répondu à la commission étaient opposées évidemment à la mise en place de mandats européens. S'il avait fallu établir un mandat, ils auraient préféré un mandat des États-Unis. Et une autre idée qui est exprimée très fortement auprès de cette commission, surtout en Palestine, mais aussi dans d'autres régions, c'était la résistance aux objectifs sionistes
consistant à mettre en place un État juif en Palestine. Ce n'est pas étonnant puisque beaucoup d'opposition au sionisme avait été exprimée bien avant la Première Guerre mondiale dans la presse arabe. En Jordanie, en Palestine et dans les journaux arabes publiés à Istanbul. Il y avait beaucoup d'opposition au sionisme. De plus, après la promulgation de la déclaration Balfour en 1917, le sionisme était encore plus critiqué dans la plupart de la région. Donc, au vu du fait que les réponses faites à la Commission étaient peu conformes aux attentes des puissances européennes, il n'est guère étonnant que ces réponses aient été ignorées par les puissances européennes et qu'il n'ait jamais été publié lors de la conférence de paix. Donc le dédain dont il a été fait preuve vis-à-vis des souhaits de la population, surtout de la part de la France et de la Grande-Bretagne, ce dédain était total. On ne considérait pas qu'il existait une opinion publique dans ces sociétés qu'on considérait comme arriérées et on ne pensait pas, s'il existait une opinion publique, que celles-ci doivent être respectées. C'est ainsi que dans un mémo confidentiel qu'il a écrit en 1919, Balfour a écrit « En Palestine, nous ne proposons pas même de faire mine de consulter les habitants actuels du pays. » Il ne voulait même pas se donner la peine de faire semblant de consulter la population. Balfour et d'autres dirigeants britanniques et français avaient exprimé largement cette indifférence vis-à-vis de l'opinion publique de la région. Et c'est ce mépris, ce dédain qui a nourri la montée de l'hostilité nationaliste aux puissances impérialistes dans le monde arabe. C'est aussi ce facteur qui a finalement fragilisé les élites arabes qui étaient liées au système français et britannique. La réaction à ce mépris a mis des années à se développer. Mais après des dizaines d'années au cours desquelles ces États ont échoué à se conformer aux idéaux de liberté, égalité, fraternité, la réaction populaire à l'échec des idéaux de la démocratie parlementaire libérale a mené à l'émergence de régimes militaires populaires et de partis autoritaires comme le parti Baas. Et c'est ce qui nous ramène à Daesh. Du fait de l'idéologie djihadiste salafiste extrême de Daesh et du fait de sa nature religieuse, comme il le proclame eux-mêmes, vous avez entendu qu'il répétait Inch'Allah dans chaque phrase du monsieur qui parlait. Du fait de ces deux facteurs, Daesh est vu par beaucoup d'analystes comme une version métastasée du wahhabisme. Et de fait, il existe des similarités entre l'idéologie wahhabite et certaines idées de Daesh. Les deux partis prônent l'adhérence littérale à l'adoration de Dieu. Tous deux sont opposés à la vénération des saints, des tombes et de la famille du prophète et des idoles païennes, qu'il s'agisse des symboles d'autrefois ou des monuments anciens du Proche-Orient. Donc les deux mouvements ont ces opinions en commun. De plus, les deux mouvements sont prêts à déclarer tout musulman qui n'adhère pas à leur conception très étroite de l'islam comme des infidèles et sont prêts à appeler à ce que ces infidèles soient tués. Tout ça est indéniable et il est indéniable que l'idéologie de Daesh et sa pratique sont juste une variante récente d'une interprétation cruelle et rigide de l'islam qui repose sur les enseignements de Mohammed Abd al-Wahhab. Mais Daesh a d'autres racines que ces dernières. Et parmi les plus importantes de ces racines, il y a le baasisme irakien. Ça semble difficile à expliquer puisque l'idéologie du parti Baas est habituellement décrite comme laïque, nationaliste et plutôt hostile à la religion. Mais on peut trouver deux preuves que c'est vraiment le cas.
et des preuves du fait que l'élément principal qui a propulsé la montée de Daesh, ça a été l'adhésion de beaucoup de bassistes irakiens. La première preuve, c'est que pendant les 10 dernières années du règne du parti Baas en Irak, le régime a fait de plus en plus appel à la religion pour se légitimer et pour utiliser la proéminence croissante de l'islam comme un véhicule d'opposition au régime parmi les sunnis et les chiites en Irak. C'est ainsi que les bassistes sont devenus toujours plus religieux, tandis que le régime prenait en charge des signes symboliques de piété, comme par exemple la transformation du drapeau irakien en y ajoutant les mots Allah Akbar, Dieu est grand. En soi, ce déplacement vers une plus grande religiosité de la part du régime irakien Baas n'a peut-être pas eu un effet aussi fort après le renversement du gouvernement par l'invasion américaine de 2003. Mais c'est la prise de décision mal conseillée par les autorités d'occupation qui a propulsé ce mouvement. D'abord, le démantèlement de l'armée et des forces de sécurité, le renvoi de tous les employés de l'État et l'interdiction dans la vie publique, le bannissement de tous les anciens bassistes. C'est ce qui s'est passé en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. La dénazification n'avait pas accompli la dissolution de la police ou l'interdiction des membres du parti nazi. Ce qui s'est passé en Irak était bien plus approfondi, bien plus drastique que ce qui avait été fait par les Alliés en Allemagne et au Japon. Ces décisions qui manquaient énormément de perspectives ont privé toute une couche d'Irakiens autrefois privilégiés de leurs emplois, de leurs pensions et de beaucoup d'autres avantages, leurs maisons, leurs économies, ainsi de suite. Donc les Américains ont littéralement conduit ces officiers, ces hauts fonctionnaires irakiens, les ont poussés dans les bras d'un mouvement de résistance à l'occupation américaine. Et là, ils ont trouvé des islamistes qui, dans beaucoup de cas, avaient été des ennemis du régime Baas. Ils les ont rencontrés dans les prisons, les camps américains, et en se rencontrant dans ces camps, les deux groupes ont fait cause commune. Et c'est sur ce terrain que Daesh et ses prédécesseurs Al-Qaïda en Irak se sont développés. Tous les rapports de presse de bonne qualité montrent le rôle essentiel qu'ont joué les anciens cadres bassistes de l'espionnage, du gouvernement et de l'armée irakienne. Tout ça, c'est des gens qui ont perdu leur emploi suite à la décision des autorités américaines en 2003. Lorsque Daesh a eu accès à ce réservoir formidable d'anciens fonctionnaires qui faisaient fonctionner l'État irakien avec pas mal d'efficacité, il n'est pas étonnant que Daesh a réussi à monter une structure étatique avec une capacité administrative et organisationnelle tellement forte. L'occupation américaine a donné à Daesh une structure d'État. Pour revenir à la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, elle montre un élément elle confirme le fait qu'il y a eu une convergence entre les djihadistes et les bassistes pour donner naissance à Daesh. Cette vidéo montre non seulement, comme j'ai déjà dit, que Daesh repose sur une base très nationaliste arabe et quasiment bassiste dans son interprétation des frontières Sykes-Picot, mais aussi cette vidéo parle directement à l'humiliation, au sentiment d'humiliation ressenti du fait de l'invasion impérialiste. Les pays qui sont mentionnés dans cette vidéo, l'Irak, la Syrie, la Jordanie et la Palestine. Ce sont les pays qui ont été affectés par la partition de Sykes-Picot. Bilad al-Sham, c'est le terme traditionnel dans la géographie arabe qui désigne la Syrie au sens large. Et il s'agit précisément des territoires, des terres où est né le bassisme, des terres d'où sont émergées les idées des penseurs et des politiciens syriens qui ensuite se sont diffusées en Irak. Bien entendu, Daesh proclame également qu'il a pour but
de mettre en place un califat islamique universel. Et Daesh a montré qu'elle était prête à accepter d'être ralliée par des pays au-delà du Mashrek arabe. Mais il s'agit d'un mouvement qui, malgré le fait qu'il prêche une doctrine islamique universaliste, a choisi de ne pas étendre la plupart de ses activités au-delà des frontières du Mashrek arabe, que ce soit au nord ou à l'est, en Turquie ou en Iran. Daesh n'a jamais fait appel aux musulmans chiites. Au contraire, ils se tiennent à leurs racines intolérantes wahhabites et ils ont lancé un anathème contre les chiites en les capturant et en les décapitant lorsqu'ils les capturaient. Donc, même si ce mouvement, via les médias, fait appel aux jeunes musulmans désavantagés du monde entier, la structure étatique particulière créée par Daesh est en fait centrée sur la région du Mashrek et n'a rien à voir avec un califat universel. Pour conclure, je voudrais poser quelques questions et suggérer quelques réponses. Qu'en est-il de la durée de vie des frontières de Sykes-Picot et des États contenus dans ces frontières? Est-ce que ces États ont des chances de s'effondrer dans un futur proche? Après un siècle, est-ce que nous sommes en train d'assister à la chute de l'ordre dans le Moyen-Orient qui a été initié lorsque Sykes et Picot ont tracé ces lignes sur une carte? Je suis historien par formation et par goût et j'essaye de ne pas prédire l'avenir. Mais je pense que certaines choses, en examinant le présent, on peut entrevoir comment les choses vont se développer à l'avenir. D'abord, on voit un certain nombre de menaces sur les frontières issues de Sykes-Picot. D'abord, les problèmes que pose Daesh et aussi le nationalisme kurde résurgent depuis peu. Une autre menace qui pèse sur ces frontières, c'est la puissance des forces sectaires qui divisent l'unité de l'Irak depuis l'invasion américaine de 2003 et qui divisent la Syrie depuis le démarrage de la guerre civile il y a 5 ans. Ce sectarisme a été nourri par la forte hostilité entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui a poussé à un point d'incandescence les tensions entre sunnis et chiites. Pendant des centaines d'années, les tensions entre sunnis et chiites étaient invisibles dans la plupart du monde musulman. C'est un phénomène très nouveau. Au-delà de tout cela, il y a une forte possibilité que le vide qui a été créé par l'échec des États de Bagdad et de Damas provoque l'intervention des 3 États-nations forts qui ont développé des capacités très fortes dans la région, l'Iran, la Turquie et l'Israël. Tout cela sans parler d'intervention possible de l'Arabie saoudite et d'autres autocraties de la région pétrolière du Golfe arabe. La plupart des États du Moyen-Orient sont déjà très impliqués dans des guerres des guerres civiles, de même que plusieurs puissances internationales. De nombreux de ces États sont déjà aussi en train d'intervenir dans les États d'autres pays de la région, depuis la Libye jusqu'au Liban ou au Yémen. Donc il suffirait une escalade d'une de ces interventions actuelles, par exemple une incursion militaire massive de la Turquie pour prévenir l'autonomie kurde en Syrie. Il suffirait d'une intervention de ce type pour provoquer par effet domino une série d'autres interventions militaires par des puissances régionales ou internationales. Et cela pourrait conduire à une reconfiguration des frontières de la Syrie ou même à la chute de l'État syrien. Et les conséquences qui pourraient suivre, les conséquences chaotiques qui pourraient s'en suivre sont très effrayantes. Des flux de réfugiés, une dévastation encore plus complète de la Syrie qui a déjà été ravagée par la guerre. Tous ces scénarios pourraient provoquer une conflagration mondiale
similaire à celle que les Balkans ont provoquée pendant la Première Guerre mondiale. L'effondrement des États créés dans la foulée de la Première Guerre mondiale pourrait provoquer une nouvelle guerre mondiale. Les changements dans les frontières du Moyen-Orient pourraient être le point de départ d'un scénario vraiment apocalyptique, et on ne peut qu'espérer que les choses se calment et que ce cauchemar nous sera épargné. Donc maintenant que j'ai parlé des problèmes que posent les frontières existantes des États-nations, je voudrais me retenir de spéculer plus longtemps, mais je voudrais suggérer une autre possibilité. Et les gens ne parlent pas, quand ils parlent de l'effondrement des frontières et des États, il est possible que malgré tous ces défis, toutes ces menaces qui pèsent sur la région du Mashrek, la menace que pose Daesh, les aspirations des Kurdes à la liberté, les problèmes du sectarisme qui affectent l'Irak, si peut-être que malgré tout cela, nous avons des raisons de penser que d'autres scénarios que l'effondrement des nations se produisent. Une possibilité, ce serait que ces États survivent aux menaces dont j'ai parlé. Je ne sais pas du tout si c'est probable, mais si ces États survivent, ce sera grâce à des facteurs qui se sont développés dans le siècle qui s'est écoulé depuis Sykes-Picot. Ces facteurs seraient par exemple la création de 5 générations de loyauté très puissantes attachées aux États, et en particulier les plus puissants, l'Irak et la Syrie. Ces loyautés, ces lignes de pouvoir et d'influence reposent sur des réalités économiques qui se sont développées autour des structures de ces États et des autres États du Moyen-Orient. Des réalités démographiques qui se sont créées au cours du dernier siècle, et il existe des forces externes très puissantes qui exercent des pressions pour la maintenance du status quo international pour ce qui est des frontières existantes. Si ce n'était pas le cas, par exemple, l'Irak aurait disparu sous la pression qui a été exercée, les différentes pressions exercées sur ce pays depuis 2003. Et même avant. Bien entendu, comme j'ai dit au début, et comme nous le savons tous, les États du Mashrek arabe sont tous des États artificiels avec des frontières tracées de manière arbitraire. Mais cela s'applique à peu près à tous les autres États du monde colonial. Et c'est pas pour ça que toutes les frontières sont sur le point de s'effondrer. De fait, tous les États sont artificiels et toutes les frontières sont arbitraires. Si on regarde la frontière entre les États-Unis et le Canada, qui est une ligne droite d'est en ouest, on peut observer la même chose finalement. Les États ont une faculté très puissante de créer une nation au sein de leurs frontières, même si cette frontière est arbitraire. Et cela s'applique aussi à la Syrie ou à l'Irak. C'est un processus qui a été établi il y a tellement longtemps dans nos pays qu'actuellement on oublie que les monarchies britanniques et françaises au XVIIe siècle ont façonné des nations et des États-nations à partir de parties disparates. Et si on regarde vers l'Est, de l'autre côté de l'Europe ou vers le Sud, on voit des multitudes d'États-nations qui n'existent que depuis la Première Guerre mondiale, de la même manière que les États du Mashrek arabe, en particulier les Balkans et les États d'Europe de l'Est. Donc il est vrai que les États du Moyen-Orient ont été exposés à des tensions bien plus extrêmes que celles qu'ont connues les autres États créés pendant la même période, à l'exception peut-être de la Yougoslavie et de l'URSS qui ont disparu. Mais en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Europe de l'Est, les États ont survécu à des difficultés moins grandes et très peu finalement de frontières internationales ont été modifiées. Donc nous verrons dans les mois et les années qui viennent si les frontières héritées de Picot et Sykes pourront survivre sans être modifiées et si les États qui ont vécu au sein de ces frontières vont survivre. En tant qu'historien, je n'ai pas beaucoup d'affection pour Sykes ou Picot, même s'il paraît que Sykes était quelqu'un d'assez drôle. Mais c'était un personnage qui avait un grand dédain pour les peuples du Moyen-Orient. Donc je ne suis pas j'ai pas beaucoup d'affection pour ces deux figures en tant qu'historien, mais je suis à peu près sûr que les noms de ces diplomates
sont appelés à rester avec nous pendant encore quelques années. Écoutez, merci de cette présentation, j'allais dire très profonde, hein, dans l'histoire de cette région tragiquement affectée par de très profondes divisions internes, externes, et en particulier ce que vous avez dit sur cette espèce de déception que l'impérialisme français et britannique, par des occupations qui n'ont pas duré très longtemps, mais qui ont eu comme effet de disqualifier le modèle de démocratie libérale. Je trouve que ça, c'est quelque chose de tout à fait important et qui va probablement bien au-delà en termes de responsabilité que les découpages. Et c'est pas le sujet. Enfin, Sykes-Picot, quand on regarde la carte aujourd'hui, quand on compare, enfin, moi je la fais mentalement, c'est 700 km de frontières actuelles. C'est-à-dire en gros Jordanie-Syrie et la moitié de Jordanie, de Syrie-Irak, puisque Mossoul est laissé par Clémenceau à son collègue britannique Lloyd George en 1919. Pour des raisons différentes, mais il y a du pétrole, etc., etc. Donc, je crois que cette idée du discrédit du modèle libéral, c'est quelque chose dont on paye, enfin, dont les peuples payent encore aujourd'hui, puisque au fond, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, les révolutions arabes, c'est peut-être le premier cas de révolution où les gens, dans la rue, ne sortent pas dans la rue au nom d'une utopie révolutionnaire, mais tout simplement pour avoir une vie normale. De l'emploi en Tunisie, l'état de droit, une expression démocratique, et lorsqu'il y en a, le respect de la Constitution. Donc c'était des revendications de vie normale. Donc de nouveau, quelque chose là. Et là, je trouve que c'est très très important de mettre en valeur, parce que naturellement vous n'échapperez pas, cher Rachid Khalidi, tout à l'heure à des questions sur la situation. Donc on est en 2016, donc c'était vraiment le moment de parler de ce qui s'est passé en 1916, à cause précisément de la pérennité, hein, de ce que ça représente en termes de symptômes. D'ailleurs, je comprends que pas très loin de Marseille, à Naples, j'ai vu tout à l'heure un vendeur de musique sur le port qui ressemblait à un napolitain ou vice-versa. Il y a des colloques en préparation sur Sykes-Picot. Donc c'est à la mode, les historiens adorent se réunir pour les anniversaires, vous avez raison, merci de nous en faire profiter. Moi j'avais 3 séries de remarques, questions au-delà de votre texte, hein, avec lequel je suis vraiment en accord. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai découvert il y a quelques jours, Thierry Pham me l'avait envoyé. Et en plus, c'est la suite de l'exposé de lancement. Les frontières sont par définition artificielles parce que ce sont des constructions humaines dans certains contextes politiques et géopolitiques, en tenant compte ou non de la vie des populations concernées. Mais à partir de là, premier point, peut-être pour déconstruire ou relativiser l'argumentaire Sykes-Picot, il y avait quand même des frontières avant 1916 dans cette région. D'abord, il y a un vocabulaire de la frontière en arabe, hein, en turc, en grec byzantin, et bien sûr en persan. D'ailleurs, la frontière de l'ouest de l'Iran actuel, elle date de 1639, traité de George. Elle n'a pas bougé depuis, sauf au sud. Donc, quelle était au fond la situation avant, hein, avant, et vous, dans votre exposé, d'ailleurs, vous rappelez qu'il y a des États, des nations plus exactement, qui ont résisté au découpage en Perse en 1907 ou aux mauvaises intentions de tous les alliés contre l'Empire ottoman qu'on appelait l'homme malade de l'Europe.
Et finalement, Sykes-Picot, à cause de ça, n'a pas pu être appliqué, notamment dans toute cette partie. Vous voyez que les Français, quand même, s'appropriaient une grande partie de l'Anatolie, hein, dans ce schéma extrêmement généreux, hein, toutes les taches bleues. Ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé. Donc, ça serait intéressant peut-être que vous nous disiez un mot là-dessus. Hein. Deuxièmement, c'est une des régions du monde où il y a encore le plus de problèmes de frontières, au sens où il y a des questions de frontières et de territoires qui ne sont pas réglées. Alors, vous avez cité le Kurdistan irakien, Kurdistan syrien, on pourrait l'ajouter. Il y a naturellement la Palestine. Pas de frontières, c'est-à-dire pas de territoire, pas de reconnu, etc. C'est un problème permanent, ancien, qui date même d'avant Sykes-Picot, hein, puisque tout ça, ça démarre en 1899 à Berlin, à Vienne. Donc, d'un côté, c'est une des régions du monde où les choses sont encore en suspens, et pas seulement la question de la Palestine ou la question des Kurdistan. Hein, le Yémen et l'Arabie saoudite, c'est d'abord une histoire de frontières. Arabie saoudite, les Émirats, il y a encore des oasis, c'est pas délimité, etc., etc. Et en même temps, vous pensez, comme d'autres, Henri Laurence par exemple, que les frontières se sont plutôt consolidées au bout de 5 générations et qu'un scénario de stabilité territoriale n'est pas à exclure. Donc je crois que c'est un point important, même si vous le dites, au fond, Daesh s'est installé dans les périphéries délaissées et les vides de pouvoir central. Et puis le troisième point, vous nous dites, et vous avez raison, vous êtes prudent, pas de prédiction, je suis historien, mais enfin, en même temps, dans le petit livret que Thierry Fabre a préparé avec son équipe, vous dites que vos collègues historiens qui travaillaient au gouvernement américain en 2003, avant cette désastreuse décision d'envahir l'Irak, dont on continue à payer la facture, surtout les Irakiens d'ailleurs, et vous dites l'expertise de mes collègues historiens qui travaillaient dans le gouvernement américain, comme d'ailleurs celle des militaires, a été systématiquement exclue de la prise de décision. Alors imaginons que vous soyez consulté par des autorités sur l'avenir, qu'est-ce que vous leur diriez? Est-ce que vous leur diriez il faut définitivement gommer Sykes-Picot, ce qui vous place en très mauvaise compagnie avec ce barbu d'origine chilienne ou de nationalité chilienne, cet internationaliste anti-frontière? Qui aurait intérêt à ce type de scénario? Qui aurait intérêt? Quelle force politique? Quel État? Et qu'en penseraient les Irakiens et les Syriens? Voilà. 3 remarques avant selon la règle de ces entretiens du MUSEM, d'ouvrir largement un débat dont on sait quand il commence, mais ici à Marseille, on ne sait jamais quand est-ce qu'il se termine, pour la plus grande joie de chacun. Merci bien, Michel. Je vais faire mon mieux avec ma voix détruite par le rhume anglais. Bon, 3 questions. Les frontières d'avant 1916 dans la région, quelle était la situation d'avant? Bon, on avait des entités qui n'étaient pas des entités nationaux, c'est-à-dire qu'on avait des États qui ont été légitimés par la religion, qui était dynastique et qui comprenait beaucoup de peuples. L'Empire ottoman avait des gens qui parlaient turc, arabe, kurde, arménien, grec, etc., etc. Donc, bien sûr, on avait des frontières. Par exemple, comme vous dites, entre l'Iran et l'Empire ottoman, ce qui est aujourd'hui presque la même frontière entre l'Irak et l'Iran et entre la Turquie et l'Iran. Et c'était des frontières entre d'États, donc on comprenait le sens de frontières. Mais ailleurs, ce n'était pas des frontières fixes. Par exemple, entre l'Égypte et la Palestine, c'était les Anglais en 1906 qui ont imposé une frontière. Il y avait des diplomates ottomans, il y avait des nationalistes égyptiens qui disaient non, on fait partie de l'Empire ottoman
il y a une occupation britannique temporaire, mais on ne veut pas être coupé du reste du monde ottoman. Et cette frontière a été imposée par Lord Cromer et par les Anglais en 1906, qui est maintenant la frontière entre l'Égypte et l'Israël, et la bande de Gaza, presque exactement, sans changement, depuis 1906. Mais il y avait des plus grandes unités. On pouvait aller du Caire à Jaffa, de Jaffa à Beyrouth, de Beyrouth à Ladeye, sans problème, sans passeport. Et on excusez-moi. On lit les récits des gens de ce temps-là qui parlaient du fait que c'était merveilleux de pouvoir aller sans entraver des frontières. Ce qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale, c'est deux choses. C'est la victoire de l'idée de la nationalité et c'est l'imposition de ces frontières-là. C'était Wilson et Lénine qui sont venus en 1917 à répandre cette idée d'autodétermination des peuples, les 14 points, les thèses de Lénine. Tous les deux ont animé les peuples qui voulaient être libres en Europe de l'Est, dans les Balkans, ailleurs, de contrôle par d'autres puissances, et qui se pensaient ou commençaient à se penser des peuples, des nations. Ça, c'était nouveau dans cette région-là. Je peux dire que les arrière-grands-pères et grands-mères de moi et de tous mes amis palestiniens, jordaniens, libanais, etc., ne pensaient pas dans des catégories nationalistes en 1950. On n'avait pas de telles catégories. On était juifs, musulmans, je ne sais pas quoi, on venait de Jérusalem, etc. Monde arabe. Ouais. Nation arabe, monde arabe. Monde arabe, la Turquie aussi. La région en général. Il y avait des catégories régionales, il y avait des catégories religieuses, des catégories locales, familiales, etc. Mais catégorie nationale, non. Donc c'était un autre monde, difficile à penser aujourd'hui. Deuxième question. Région du monde où il y a les problèmes de frontières plus qu'autres régions. Excusez-moi. Ça, c'est vrai. Et je crois que c'est à cause de la confluence entre cette irruption de l'idée nationale avec le découpage de la Première Guerre mondiale. Même chose s'est passée dans les Balkans. Même chose s'est passée dans l'Europe de l'Est. Et on avait la Première et la Seconde Guerre mondiale à cause de cette convergence entre des frontières et des nationalités qui n'étaient pas apportionnées dans des frontières nationaux. Donc on voit dans cette région aujourd'hui et depuis la Première Guerre mondiale des problèmes on ne voit pas dans beaucoup d'autres régions. Peut-être, mais les Kurdes, les Palestiniens, autres peuples se trouvent dans des frontières qui ne reflètent pas leurs aspirations nationaux, comme on peut dire. La troisième question. Si on me consulte, qu'est-ce que je vais dire? Bon, j'ai de la chance, on ne va pas me consulter. J'aurais pas ce problème-là. Mais si Bernie Sanders est élu, ce qui ne va pas se passer, mais si Bernie Sanders est élu, et il décide de ne pas consulter les idiots savants qui habitent Washington, et je mets le stress sur le premier parti des idiots savants, c'est-à-dire les expertises dans les think tanks, et qui sont consultés par chaque président républicain ou démocrate à son gré. Si on me consultait, je ne dirais pas qu'il faut préserver les frontières Sykes-Picot.
Mais je dirais que, comme vous avez dit avant, quelque chose qui est très sage, qu'il y a un niveau où on peut traiter ces problèmes-là sans changer les frontières. Bon, pour les Kurdes, c'est impossible de les réintégrer dans un État irakien unitaire. Impossible. Mais ça ne veut pas dire qu'on va détruire l'Irak. Même chose pour les Kurdes syriens. Ce n'est pas aussi clair pour les Kurdes syriens. Il y a des régions où il n'y a pas de frontières claires. La Palestine, ce n'est pas clair. Où sont les frontières d'Israël? Est-ce que les frontières d'Israël sont où il y a des citoyens israéliens, où il y a des colons israéliens, où il y a des chars israéliens, où la loi israélienne s'applique aux citoyens israéliens? Ça veut dire toute la Palestine. Ou est-ce que c'est la ligne verte de 1949, les lignes d'armistice entre Israël et à cette époque-là, la Jordanie? Ça, c'est pas clair. Mais dans les autres régions, Syrie, Irak, Jordanie, etc., on a des frontières. Mais on a des peuples qui ne sont pas d'accord avec leurs frontières, dans l'autonomie, dans la vie culturelle, nationale, culturelle et la vie nationale n'est pas respectée et doit être respectée. Et aussi, il y a les problèmes des minorités. Donc, je dirais, si on me consultait, ce qui va pas se passer, je dirais pas forcément qu'il faut changer ces frontières, mais il faut changer beaucoup des choses qui se passent dans ces frontières. Oui, donc on revient à la question des régimes politiques que vous avez pointé et qui est quand même un grand échec pour les démocraties occidentales. Je dirais autre chose. Je dirais que on a beaucoup d'expérience dans ces régions-là, plus qu'autres régions du monde, parce que c'est le plus important, les régions stratégiquement du monde, depuis Alexandre, depuis les Romains, depuis les Phéniciens, depuis les Arabes. Le monde méditerranéen, le Moyen-Orient, c'est l'axe central de la géostratégie. Et il y a aussi le pétrole. Donc, on a de l'expérience dans cette région avec l'ingérence externe, des puissances externes. Ça n'a pas apporté le bonheur au peuple. Ça, c'est clair. Et oui, il faut que des choses qui ont été faites par ces puissances, parfois étrangères et parfois régionales, doivent être de fait par eux. Donc, les mots qu'ils ont faits, ils ont responsabilité à payer pour ça. Mais encore de l'ingérence, non. Non. C'est pour les peuples de décider comment se débrouiller dans des limites qui peuvent être établies par les autres. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de distribuer la parole en sachant que là où on est, on a les lumières, mais on ne voit pas. Voilà, merci. On va d'abord donner la parole à Joseph Confavreux de Mediapart, qui est notre partenaire dans ces rencontres, et ensuite on fera circuler la parole à toute la salle. Bonsoir, merci donc pour à la fois la discussion et cette intervention. Est-ce que vous pouvez revenir sur la manière dont vous avez montré la vidéo au départ de Daesh, la contestation des frontières déterminées par Sykes-Picot et de toute façon pendant la Première Guerre mondiale? Elle n'est pas née avec Daesh, on la retrouvait, vous l'avez dit, avec les Nassériens, avec les bassistes d'Irak ou de Syrie. Est-ce que les arguments contre sont les mêmes à l'époque du nationalisme arabe panarabiste et sous Daesh? On prend quelques questions. Oui. Bon, je réponds. OK. Non, ils ne sont pas exactement les mêmes arguments. Vous avez demandé si les arguments de Daesh sont identiques aux arguments qui ont fait les nationalistes arabes. Non, pas exactement. Ils parlent dans d'autres termes et ils ont d'autres concerns. Mais à base, ils parlaient de l'humiliation
de cette région, pas les étrangers. Et il parle du fait, surtout les nationalistes arabes parlaient du fait que le désunité arabe a été créé par les puissances étrangères. Il faut dire que ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que diviser pour contrôler, c'est une politique impérialiste qui date des Romains et avant même. Et que les Français et les Britanniques ont utilisé ça n'importe où. Sud-Est Asie, l'Inde, Irlande, mais surtout dans le Moyen-Orient. Utiliser des minorités contre les majorités, diviser les majorités, diviser des régions. Mais il y a des régions, il y a des divisions dans cette partie du monde qui prédatent Sykes-Picot, qui prédatent Napoléon, l'arrivée de Napoléon en Égypte. Donc, dire que tout ça, c'est le fait des puissances impérialistes, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Ils ont consacré, ils ont changé, ils ont imposé, oui. Mais c'est pas du tout vrai. Et il faut dire, une différence entre Daesh et les nationalistes arabes, c'est que le rhétorique des nationalistes arabes a été décrédité. Mais vous êtes pour l'unité. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'unité? Vous avez divisé ni Abdel Nasser, ni les bassistes syriens, ni les bassistes irakiens ont unifié deux pays arabes. Ils n'ont rien réussi. Ils n'ont pas réussi à unifier le monde arabe. Daesh dit que sur une base religieuse, ils peuvent le faire. Ils ne parlent pas de monde arabe. Mais moi, ce que j'ai dit dans mon discours, c'est que, à vrai dire, ils s'intéressent vraiment au monde arabe parce qu'ils sont à fond des bassistes. Oui, on se souvient que pendant la guerre Irak-Iran, la Syrie bassiste avait pris parti de l'Iran. Faut avoir une mémoire longue. Monsieur. Hamou Khalifi de Rabat, de passage à Marseille. J'ai de la chance d'assister à cette conférence assez importante. Je voudrais juste vous poser deux petites questions. La première étant, donc, si on remet en question les frontières, alors que les Nations Unies prévoient le respect des frontières héritées du colonialisme. Sinon, tout le monde serait chamboulé, et notamment l'Afrique, à laquelle j'appartiens. Deuxième question, vous n'avez peut-être pas trouvé nécessaire de souligner le rôle de l'Amérique sur la création indirecte de Daesh à travers Al-Qaïda, et notamment en 1979 contre les Russes et l'Afghanistan. Vous avez remis un petit peu un volet quasi, enfin, je ne dirais pas vrai, mais vous avez essayé de dire que Daesh a un côté, une théorie religieuse musulmane. Or, il se trouve qu'elle profite de deux éléments essentiels, et à travers ce que je vois dans la jeunesse de mon pays, du Maroc, elle se base sur les déçus du régime, donc ceux qui ne profitent pas de la répartition des richesses nationales, et ceux qui ignorent, comme les Daéchiens eux-mêmes, le sens de l'islam. Donc on est on passe de l'ignorant à l'ignorant. Merci. Oui, bon, j'aurais pu, il se peut que je devais, parler beaucoup du rôle des États-Unis dans la création d'Al-Qaïda et puis de Daesh. Durant la guerre froide, notre ami Brzezinski, qui était responsable de la sécurité nationale pour le président Carter, a décidé qu'il faut casser les soviétiques en Afghanistan en utilisant les forces les plus extrêmes de l'islamisme politique. Et sous Reagan, qui s'est succédé à Bush, ça a été
on a accru cet appui. Et c'était les services de renseignement américains, saoudiens et pakistanais qui ont alimenté et les moudjahidines afghans qui combattaient l'armée d'occupation russe, soviétique, et les recrutes, on dit, arabes de partout, de l'Algérie, de la Palestine, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, de n'importe où, la plupart des Arabes, que tous ces services de renseignement ont assisté, ont aidé dans leur flux vers Afghanistan comme arme supplémentaire contre l'occupation soviétique. Donc, Al-Qaïda est issue d'un effort joint américano-saoudi-pakistanais. Ça, c'est clair. Et Daesh est issu de Al-Qaïda en Irak. C'est clair. Al-Qaïda en Irak a été le berceau de Daesh. Donc, ça, c'est clair. Mais ce qui est aussi clair, c'est que durant la guerre froide, les États-Unis ont utilisé l'arme idéologique de l'islam par intermédiaire des Saoudiens pour combattre le socialisme, le nationalisme, le communisme, etc., des régimes qui étaient alliés avec l'Union soviétique. C'était une arme idéologique durant la guerre froide. C'était le roi Faisal qui a commencé avec ça, et avec les milliards, les centaines de milliards de pétrodollars qui ont commencé à affluer dans les années 70, les Saoudiens ont acheté des vastes pannes du monde musulman par imposer leurs imams, par bâtir des madrasas pour... il y a un mot en arabe, tajhil, pour faire ignorant les gens, pour imposer leur version intolérante de l'islam. Et ça, c'était quelque chose que les Saoudiens ont fait, mais comme alliés des États-Unis durant la guerre froide. Et ça continue jusqu'à ce jour-là. Vous dites que Daesh a un code religieux, mais que le rappel aux gens est basé sur la déception avec les régimes, ce qui est vrai, bien sûr. Et c'est aussi basé sur une interprétation de l'islam qui est plein d'innovations, bid'a, ce qui est anathème pour les salafis. Bid'a, des innovations, non, on rentre au 7e, on fait exactement ce qu'ils faisaient. Non, ils font des choses qui n'ont jamais été faites dans aucun État islamique. Jamais. Ils ne savent pas lire le Coran, même. Donc, il y a des interprétations qu'il n'y a pas un savant islamique, sauf, il se peut qu'on ne veut pas l'appeler un savant, Mohammed ibn Abdul Wahhab, mais sauf lui et quelques autres, il n'y a personne qui a dit la plupart des choses que Daesh répond comme la vraie islam. Et si on n'accepte pas cette version, coupe. Donc, ils ne sont pas des vrais. Il n'y a pas vrais musulmans. Il y a il y a 1 milliard et je ne sais pas combien de centaines de millions de musulmans. Il y a 1 milliard et 200 millions d'interprétations de l'islam, comme la chrétienté, comme le bouddhisme, comme n'importe quelle religion. Leur interprétation n'a rien à faire avec l'interprétation que la plupart des grands savants de l'islam avaient pour 1400 ans. Ce sont des innovations très étranges. Et on peut tracer d'où ça vient ça, mais ce n'est pas important. Comme vous dites, c'est la déception de beaucoup de gens avec leur régime, avec leur situation, leur aliénation qui les pousse dans cette direction-là. Et eux, ils utilisent les médias très savamment. Et ils utilisent les bêtises des gouvernements dans la région et les bêtises des gouvernements de l'Ouest pour recruter. Merci de cette réponse approfondie. Alors, oui, non, on ne voit pas très bien, mais voilà. Alors, il y a plusieurs mains ici et puis là. Voilà. Bonsoir, merci. C'est bon. Je voulais simplement avoir votre point de vue sur un
quelque chose de très simple. C'est que j'ai constaté, en tant que néophyte, qu'à chaque fois qu'on mettait une frontière, encore plus, que ce soit par la guerre, mais encore plus quand on l'imposait, il y avait des mouvements de population. Ces mouvements de population avaient obligatoirement des influences sur ce qui arrivait par la suite. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu des explications, votre point de vue sur certains mouvements de population, je pense à la Jordanie, et les conséquences qu'il y a pu y avoir par la suite? Je vous remercie. Merci. C'est très difficile à dire. Ça dépend de ce que va se passer, surtout en Syrie. Si on arrive à un vrai cessez-le-feu, si on arrive à le commencement d'un règlement, c'est possible que ces mouvements de population vont être temporaires. Sinon, il y a la majorité de la population palestinienne ne réside pas en Palestine historique depuis 67 ans. C'est un changement de fond démographique qui a été imposé par le nettoyage ethnique fin des années 40 et un petit peu après 67. Donc ça dépend des résultats. Si on n'arrive pas à arrêter cette guerre folle, si on n'arrive pas à résoudre ce problème-là, il y a plus qu'1 million de réfugiés syriens au Liban. Il y a donc 1 des 4 résidents du Liban maintenant sont des réfugiés. Il y a des millions qui sont des réfugiés dans la Syrie, de leur maison, de leur ville, de leur village. Ça peut être permanent si cette guerre continue. Sinon, il y a possibilité que la plupart de ces gens-là vont rentrer chez eux. Ça dépend. Monsieur ? Oui, bonsoir. Je voulais vous poser une question sur le désir ou le fantasme du califat. Vous l'avez dit tout à l'heure, avant que ces frontières existait un État du monde dans cette région-là qui était géré en grande partie par un califat. Le califat a disparu. Aujourd'hui, il y a Daesh qui veut remettre un califat, mais déjà au début du XXe siècle, les réformistes égyptiens notamment parlaient de savoir comment retrouver le califat. Et puis de manière plus générale, le califat, c'est quelque chose qui, dans l'histoire du monde arabo-musulman, a toujours existé. Et j'ai la sensation, moi, aujourd'hui, que ce fantasme-là, ou ce désir-là, il existe toujours. Et je me demande... Alors, j'ai entendu parler récemment, par exemple, d'un certain désir de néo-ottomanisme, mais j'y crois pas. Je crois que les Turcs sont peut-être la nation aujourd'hui, là où la nation est la plus claire. Mais chez les Arabes, j'ai l'impression que ce désir de califat est toujours vif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais répondre par comparer le califat au Saint-Empire romain, duquel on disait que c'était ni sainte, ni un empire, ni romain. Et le califat n'existait pas. C'était pas un califat qui régnait dans l'Empire ottoman. C'était une dynastie et c'était un sultan. Sultan, ça veut dire pouvoir, puissance. C'était des gens qui se sont imposés. Et c'est ça le pattern, le schéma qu'on voit dans la vraie histoire islamique. C'est-à-dire l'histoire des vrais États et des vrais peuples islamiques, pas les fantasies des gens qui voulaient ou veulent un califat, ni les théoriciens
de gouvernance islamique, mais les vrais États islamiques, depuis le prophète et les 4 premiers califes, on a des monarchies ou des formes de puissance absolues et arbitraires, et avec légitimation religieuse. Parfois, ils s'appelaient des califes, parfois pas. Parfois, on n'utilisait pas ce mot même. Les Ottomans ont recommencé à utiliser le terme califat dans le 19e. Après le traité avec les Russes, où les Russes prenaient la protection des minorités orthodoxes. Ils disaient, OK, nous avons comme calife autorité sur les musulmans du Crimée et d'autres régions qui devenaient partie de l'Empire russe. Avant ça, il y avait une dizaine ou une vingtaine de titres pour le sultan. Je sais pas quoi de Dieu sur terre, le sultan, le roi, je sais pas quoi, et le calife. C'était pas important. Et pour la plupart de l'histoire des États islamiques et des peuples islamiques, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un personnage d'un héritage spécifique, c'est-à-dire membre du tribu de Quraysh, qui a été choisi par ses égaux, comme ont été, on pense, les premiers califes. C'était des monarchies absolues, les Omeyyades, les Abbasides, les Mamelouks, les Ottomans. Donc, c'est pas le fait que tout le monde islamique pour 1400 ans a vécu sur un califat et voulait un califat. Non. Il y a une nostalgie pour une ère où on était ensemble, c'est-à-dire où il y avait des plus grands États et où on n'était pas morcelé, coupé, découpé, comme on voit maintenant. Et ça fait partie de l'appel de Daesh. Il y a aussi un mythe du califat qui a été recréé, réétabli dans le 19e et le 20e. Mais à vrai dire, c'est comme le Saint-Empire romain, ça n'existait pas. Merci beaucoup. Je voulais là revenir peut-être à une échelle plus petite, mais combien symbolique, la question des frontières à Jérusalem. Si je me souviens bien, le statut de Jérusalem en droit international est sous la tutelle de l'ONU. Mais sur le terrain, on parle de Jérusalem Ouest, de Jérusalem Est, et j'ai appris récemment qu'en fait de l'Est, c'est le Nord, c'est comme le quartier Nord à Marseille. Alors voilà, j'aimerais avoir vos lumières sur ces questions des frontières à Jérusalem. Bon, Jérusalem, comme tout en Palestine, c'est un peu compliqué. Selon le plan de partition, la résolution 181 de novembre 1947, la région de Jérusalem, pas seulement la ville, la région, ça devait inclure Bethléem par exemple, devait être ce qu'on appelait dans la résolution un corpus separatum, une entité séparée. Et ça doit être géré, comme vous dites, par l'ONU. Vous avez raison, donc. Je ne sais pas si c'est ça le statut de Jérusalem dans la loi internationale, mais ça devait être le statut de Jérusalem, selon la résolution de partition de 1947, qui a créé un État, c'est-à-dire l'État d'Israël. Et l'État d'Israël et les Jordaniens ont coupé Jérusalem en deux durant la guerre. Les Jordaniens géraient la partie est, les Israéliens ont incorporé en Israël la partie ouest. Ça n'a jamais été reconnu par les pays du monde, ni par l'ONU. C'est pourquoi vous avez votre ambassade, et nous, les Américains, à Tel Aviv. On ne reconnaît pas Jérusalem comme annexé par Israël. On ne reconnaît pas, c'est-à-dire la plupart des États du monde. Il y a 3 ou 4
États de l'Amérique centrale et de la Pacifique qui acceptent, qui ont leurs ambassades à Jérusalem. Mais vous avez un consulat général à Jérusalem, pas d'ambassade. Et les Américains et tous les autres. Donc, le statut est compliqué. Le fait qu'Israël, en 1967, a occupé et annexé pas seulement Jérusalem-Est, mais les parages, les environs, et ont élargi la ville, et ont subjugué la population. C'est plus qu'un quart de million de Palestiniens arabes qui habitent à Jérusalem-Est. A beaucoup changé. Mais le fait reste que légalement, il y a beaucoup de légalité. Il y a la légalité de 47, il y a le fait de contrôle israélien, il y a des résolutions votées par la France, les États-Unis, etc., qui déclarent que ce qu'Israël a fait à Jérusalem est illégal et contre mais vous faites rien, les puissances. Eux, ils font rien. Ils font rien, les puissances, pour faire imposer ces résolutions. Il y a des résolutions où on impose avec la force, avec les bombardements, avec des drones. Il y a d'autres résolutions, comme les résolutions contre Israël, qui sont des morceaux de papier. À méditer. Monsieur. Certains parlent, concernant le problème de la Syrie aujourd'hui, d'une solution, après le départ de Bachar al-Assad, de la création d'un État fédéral, laissant davantage de liberté aux minorités, je pense notamment aux Kurdes, qui ont déjà cette autonomie en Irak. Est-ce que vous pensez qu'à terme, c'est une solution possible, un État fédéral, laissant davantage d'autonomie aux différents peuples, quitte à l'intégrer dans un espace plus vaste plus tard? Oui, et il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Un des problèmes, c'est le fait qu'un État faible dans un pays comme la Syrie, qui a subi, durant ces 5 ans de guerre, pas seulement beaucoup de destruction, mais des ingérences incroyables. Moi, j'ai habité au Liban durant la guerre civile, jusqu'à 83, les premières 10 ans. Ça a commencé en 73, et puis vraiment allumé en 75. On a habité là pour 10 ans. Tout le monde s'occupait de cette guerre-là. Tout le monde envoyait des munitions. Tout le monde envoyait ses soldats déguisés, bien sûr. Sauf l'armée syrienne et l'armée israélienne qui intervenaient ouvertement. Ce qui se passe en Syrie, c'est 18 niveaux de plus sérieux que ce qui s'est passé au Liban. Donc, diviser la Syrie sans résoudre ces problèmes d'ingérence ou établir un État faible fédéral, ça ne va pas résoudre les problèmes. Il y a des problèmes syro-syriens, vrais problèmes. Problème d'un régime dictatorial, minoritaire, autoritaire, brutal, problème de gens qui n'ont jamais été représentés, par exemple les Kurdes, et qui ont des droits, doivent avoir des droits nationaux, etc. Et autres problèmes dont on peut parler, des problèmes sociaux. La Syrie a été gérée pas seulement par le parti Baas, et le Mukhabarat et l'armée. Ça a été géré aussi par la grande bourgeoisie sunnite et chrétienne de Damas et de Alep, qui ont beaucoup profité du régime et qui sont alliés aujourd'hui au régime. Aujourd'hui, bien que la plupart de l'opposition, ce sont des sunnites, et la plupart des gens qui combattent pour le régime sont des alaouites et des minorités, les gens qui profitent ou profiter de ce régime. Donc, c'est plus compliqué que alaouite, sunnite. Il y a des choses sociaux. Le régime a changé de cas après que Hafez al-Assad est mort. Il était dictateur brutal, mais il pensait aux périphéries, parce qu'il savait que la puissance et le pouvoir du Baas dépendait pas seulement des alaouites, mais aussi du fait que les autres gens
dépourvus, les pauvres des périphéries, peuvent être des alliés du régime. Bachar a changé ça. Il s'est allié ouvertement avec les très riches. Il a commencé une libéralisation, néolibéralisation de l'économie. Il faut parler de tout ça quand on parle de la Syrie du futur. Et enfin, c'est pour les Syriens. Hein. Et le futur de l'Irak, c'est pour les Irakiens. C'est pas ni pour les Saoudiens, ni les Turcs, ni les Américains, ni les Israéliens, ni les Français. On peut suggérer, mais on doit cesser d'ingérer. On doit couper les mains de ceux qui ingèrent. Surtout ceux auxquels vous vendez des armes. Hein? On peut faire ça. Les Turcs, les Saoudiens, les Émiratis, etc., etc. On les vend des armes. On peut parler avec les autres qui vendent des armes, c'est-à-dire les Russes, les Américains, les Britanniques. Ces 4 pays vendent tous les armes qui s'utilisent dans toutes ces guerres-là, au Yémen, en Syrie, en Irak. Si on est d'accord, on ne fait pas seulement des conférences diplomatiques à Vienne, on fait des sanctions privées pour couper les armes aux pays qui ingèrent dans les affaires de ces pays-là. Ça peut se faire. Ça va coûter à General Dynamics, à Raytheon, à ces grandes compagnies d'armement, et vous en avez ici, Dassault, etc. Mais ça vaut la peine. Question plus haut. Ironiquement, pour Sykes-Picot, il y a des historiens et des conseillers politiques, américains, anglais, français, qui dit aussi que Sykes-Picot n'a pas marché et que ça qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que le vieux rivalité, conflit, guerre civile, machin, entre les tribus, le groupe communautaire et ensuite. La réponse est le vôtre, parmi le vôtre, c'est que quand même l'Irak, la Syrie, le Liban, Israël, Jordanie, ils existent depuis 5 générations, comme vous avez dit. Et moi, j'étais journaliste à Bagdad en 2003 et j'ai vu qu'est-ce que c'était, même après la guerre iranienne et tout, quelle était l'infrastructure de l'Irak. C'était beaucoup mieux la route, par exemple, qu'en Jordanie. Sans parler des écoles et de jeunes qui parlent l'anglais, tout ça, malgré le despotisme. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que vous avez parlé des officiers sunnis de le régime de Saddam qui sont rejoints avec le Daesh maintenant. Vous avez tout à fait raison, mais j'aurais pensé qu'il faut donner plus d'importance et pas mettre l'accent sur la religiosité de Saddam et de le régime dans les dernières des années. Je crois que, comme vous avez dit, mais c'est un peu contradictoire, ces gens ont souffert beaucoup et ils voient leur intérêt. Et on ne connaît pas tellement de choses sur Daesh, de savoir comment ils sont organisés, qui prend les décisions, où est la politique et ensuite. Troisième point, qui est tout à fait autre chose, j'ai eu une discussion avec un ami sociologue palestinien dernièrement, et comme vous savez, la plupart des Palestiniens sont pour le boycott, pour le BDS. Et il m'a dit qu'il était contre. Et je n'ai pas compris. J'ai pensé que c'est très intéressant, très important, un grand débat en Amérique et tout ça. Et il m'a dit qu'il est contre parce que derrière le BDS, c'est la notion d'un seul État et pas les 2 États, en parlant de frontières et tout ça. Alors, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça et je me demande la logique de BDS, est-ce qu'il est lié à la notion d'un seul État ou 2 États? Merci.
Merci à vous. Ce sont 3 points, questions, très, très vastes. Je vais essayer de répondre. Vous dites au commencement que ça explique que ce n'est pas la cause, ou il y a des gens qui disent la cause des divisions. Oui, j'ai dit même chose en réponse à une question là. Ce n'est pas la seule cause des divisions du monde arabe, bien sûr. Mais les États qu'on a aujourd'hui, on a la Jordanie parce que Churchill a décidé que dans les frontières Sykes-Picot, il doit avoir à l'est de la Jordanie, à l'est de la rivière, un tel régime. On avait une monarchie en Irak et on a unifié l'Irak comme pays parce que les Anglais ont décidé, etc. On a un Liban parce que les Français ont décidé de diviser leur mandat de Syrie en Syrie et Liban. Donc, on ne peut pas dire que les États présents dans cette région ne représentent pas l'esprit de Sykes-Picot et l'esprit et les décisions prises à Londres et ici et à Paris. On peut montrer pays, frontière, comment ces choses ont été décidées ailleurs. Et ils étaient conjoncturels. Je peux ajouter beaucoup sur n'importe quel pays et comment ça a été créé. Mais enfin, oui, c'est pas seulement les Anglais et les Français qui ont créé ces États. Il y a un nationalisme libanais qui existait, il y a un régionalisme en Irak, etc. Mais ça n'aura pas nécessairement abouti à ces États-là, à ces États qu'on a aujourd'hui. Pour ce qui est Daesh, je ne suis pas en désaccord avec vous, je crois. Mais tous les rapports que j'ai lus et tous les gens avec lesquels j'ai parlé parlent du fait que les gens qui gèrent Daesh ne sont pas des islamistes de n'importe où, ils sont des Irakiens. Et ils sont des anciens du régime. Il y a Baghdadi, il y a un ou deux autres. Vous avez raison, on ne sait pas exactement comment le commandement fonctionne. Mais les wali, dans la plupart des wilayat, des régions, et les gens qui commandent, la plupart, pas tous, sont des Irakiens et étaient des bassistes. Selon les rapports qu'on voit, je ne sais pas. C'est vrai, il y a des Saoudiens, il y a des Chéchans, il y a d'autres venant de n'importe où. Mais je crois que le backbone, l'armature de Daesh, ce sont des bassistes irakiens. BDS. Bon, c'est le mouvement pour boycotter Israël, et pour sanctionner et pour désinvestir. Merci, madame. De l'Israël jusqu'à ce qu'elle a changé sa politique envers les Palestiniens citoyens d'Israël, envers les réfugiés et envers les territoires occupés en 1967. Il n'y a rien dans l'appel pour le BDS qui parle d'un seul État. Et Omar Barghouti, ce qui est un des plus importants chefs de ce mouvement, il est très, très clair quand il dit on ne prononce pas sur un État ou deux. Il y a beaucoup de jeunes Palestiniens qui disent qu'on ne peut pas avoir un État palestinien à côté d'Israël à cause de ce qu'a fait Israël, à cause du fait qu'ils ont en pratique annexé et absorbé la Cisjordanie et Jérusalem de l'Est. Je ne veux pas dire que c'est ça le problème. Je voudrais dire plutôt que le fait qu'on va vers un État, et c'est une tendance qui peut être changée, bien sûr, est basé sur le fait que en n'importe quelle solution, il doit avoir une égalité totale entre tous les citoyens et les deux peuples. Il n'y a pas des droits pour un peuple qui peuvent être basés sur prendre des droits d'un autre peuple. Il n'y a pas des droits individus qui peuvent être basés sur retirer
les droits d'autres personnes. Mais c'est ça le système d'Israël. Ignorer, supprimer les droits des uns pour renforcer les droits des autres. Si on pouvait finir avec ce système-là, on pourrait avoir un État, 2 États, 14 États, c'est pas important. Des cantons, un État binational, un État n'importe quoi, démocratique, séculaire, un État demi-ça, c'est pas important. L'important, c'est le principe de l'égalité. Fraternité aussi, mais égalité. Ils ne vont pas être fraternels au commencement, mais ils doivent être égaux. Sinon, ça ne va pas durer. Les gens qui parlent d'un État, il y a beaucoup, surtout chez nous, chez les Palestiniens, et qui disent pas seulement que c'est impossible d'avoir 2 États, mais c'est plus égal, c'est plus correct d'avoir un État. Ils ignorent le fait que beaucoup des Palestiniens pensent qu'ils doivent avoir un État à eux parce qu'on n'a jamais eu un État. Ça, c'est un désir chez beaucoup de Palestiniens, pas tout. Et le fait que beaucoup des Israéliens sont là parce qu'ils croient à le fait d'avoir un État à eux. Donc, comment contrecarrer ces sentiments chez beaucoup des gens sur les 2 côtés, je ne sais pas. Mais ce qui existe maintenant est totalement injuste, et n'importe quelle solution qui n'est pas basée sur l'absolue égalité entre les 2 peuples et tous les citoyens, c'est pas seulement injuste, ça va pas durer. Ça va pas durer. Donc, je crois pas que c'est vrai que le BDS prône un État. C'est pas vrai, je crois. Avant que Rachid Ali ne perde complètement sa voix, voilà, on va arrêter les questions et il y a une table de libraires qui attendent pour éventuellement pouvoir signer quelques livres. Et merci à tous de votre attention, de persévérance.